Au dîner, 20 ans après le retour de ma grand-mère, elle a demandé avec surprise « Pourquoi vis-tu ailleurs ? Qu'est-il arrivé à la maison que nous t'avons donnée pour ton 18e anniversaire ?» Avant que je puisse répondre, mes parents ont souri, « Cette maison appartient maintenant à ton jeune frère. » Grand-mère est devenue silencieuse, un sourire complice sur le visage, ouvre la porte. Et tu verras. Je m'appelle Valérie. Lors de ce dîner, 20 ans après le départ de grand-mère Evelyne pour son tour du monde, elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a demandé, « Ma chérie, pourquoi loues-tu encore ce minuscule endroit à Montreuil ? Qu'est-il arrivé au studio de Paris que nous t'avons offert pour tes 18 ans ? Celui avec le petit balcon donnant sur le jardin du Luxembourg ? » Avant que je puisse ouvrir la bouche, maman a souri comme si c'était la chose la plus drôle du monde et a dit, « Oh, cet appartement appartient à Maxime maintenant. » Papa a juste fixé son assiette. Maxime a continué à faire défiler son écran de téléphone. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Grand-mère n'a pas scié. Elle a tamponné le coin de sa bouche avec sa serviette, puis a affiché le sourire le plus petit et le plus calme que j'ai jamais vu. « Finissez vos assiettes », a-t-elle dit doucement. « Ensuite, prenez vos manteaux. Nous allons faire un tour en voiture. Ouvrez cette porte ce soir et vous comprendrez enfin tout. » Mon cœur cognait contre mes côtes. Depuis des mois, maman m'envoyait des textos presque chaque semaine, juste un virement de plus, Valérie. Maxime est dans une mauvaise passe. J'envoyais toujours l'argent. Je pensais que j'étais toujours la propriétaire. Je n'avais aucune idée que le véritable choc m'attendait à 45 minutes de là, juste au 6e étage de l'immeuble que j'avais l'habitude d'appeler le mien. Si vous avez déjà eu de la famille qui a pris quelque chose qui était censé être à vous pour toujours, déposez votre histoire dans les commentaires. D'où regardez-vous ? Aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui s'est passé lorsque nous avons franchi cette porte. Vous n'êtes pas prêt pour celle-ci. L'appartement avait toujours été le mien bien avant mes 18 ans. Grand-mère Evelyne avait acheté le studio au 6e étage quand j'avais 16 ans. Elle s'était rendue à la signature avec son avocat, avait payé comptant avec la vente du vieil entrepôt de grand-père à Nanterre, et avait mis le titre de propriété directement à mon nom. Elle m'a dit plus tard que c'était le moyen le plus intelligent d'éviter les droits de succession le moment venu. Tout ce que je savais à l'époque, c'est que je possédais soudainement un morceau de Paris de 50 mètres carrés avec un balcon assez grand pour 2 chaises et une vue parfaite sur le jardin du Luxembourg. Mon 18e anniversaire n'a pas été le jour où j'ai eu l'endroit, c'était le jour où j'ai enfin eu les clés. Grand-mère a organisé une petite fête dans le salon vide, des ballons blancs, un gâteau d'épicerie et un tout nouveau jeu de clés en laiton sur un ruban rouge. Elle les a pressés dans ma main et a dit, « C'est ton encre, Valérie. Peu importe où la vie t'entraîne, tu auras toujours un coin de cette ville qui n'appartient qu'à toi. » Puis elle m'a serré si fort que mes côtes ont craqué. 2 semaines plus tard, elle est partie. Elle avait une valise cabossée, un passeport tout neuf rempli de pages vierges, et un sourire que je peux encore voir quand je ferme les yeux. Elle a embrassé mon front sur le perron de la maison de mes parents à Versailles et a promis des cartes postales de chaque continent. La première est arrivée de Reykjavik 3 semaines après cela, une photo des aurores boréales avec son écriture au dos, je m'amuse comme une folle. Tiens bon la barre, gamine. J'ai emménagé dans le studio le mois même où j'ai commencé à travailler à mon compte comme graphiste. Le trajet pour les réunions clients était une plaisanterie 10 minutes en métro. Parfois, je traversais simplement le parc à pied avec mon ordinateur portable dans un sac à dos. J'ai acheté un bureau d'occasion qui s'adaptait parfaitement sous la fenêtre, accroché des guirlandes lumineuses le long du mur de briques et rempli les étagères avec tous les livres de graphisme que je pouvais me permettre. Des amis s'écrasaient sur le canapé lit quand ils avaient besoin d'une nuit loin des dortoirs ou de mauvais colocataires. Je me sentais comme la jeune fille de 18 ans la plus chanceuse de la planète. L'endroit était minuscule, bien sûr. La cuisine contenait à peine un réfrigérateur et un réchaud à 2 feux. La porte de la salle de bain heurtait le lit si on l'ouvrait trop vite, mais c'était à moi. Payé. Pas d'hypothèque. Pas de propriétaire. Je gardais le titre de propriété dans un coffre ignifugé sous le lit comme s'il était fait d'or. Les cartes postales de grand-mère continuaient d'arriver. L'une du Machu Picchu la montrait avec un chapeau en alpaga ridicule. Une autre d'un marché de nuit à Bangkok avait une tache de sauce chili dans le coin. Elle ne demandait jamais rien sur le loyer ou les factures, elle savait que les charges de copropriété étaient basses et que je pouvais les couvrir avec 2 créations de logos par mois. Chaque carte se terminait de la même manière, « Je t'aime plus grand que le ciel. Laisse la lumière du balcon allumée pour moi. » Je l'ai fait.
Je laissais les petites guirlandes lumineuses branchées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand j'étais absente pour la fin de semaine. Depuis le parc, elle ressemblait à une étoile chaude au 6e étage. Je n'avais aucune idée que cette lumière resterait allumée pour quelqu'un d'autre bien plus longtemps qu'elle ne l'était restée pour moi. Maxime est arrivé en ville la même année où mes factures d'indépendante couvraient enfin le loyer de Montreuil sans panique. Il m'a appelé depuis la gare Montparnasse avec un sac de sport et une lettre d'acceptation à la faculté qu'il n'avait jamais l'intention d'utiliser. Serette, les cités coûtent une fortune, a-t-il dit, la voix pleine de ce charme de petit frère qu'il avait perfectionné depuis que nous étions enfants partageant la balançoire du jardin. Laisse-moi juste crêcher au studio pour le premier semestre. Je serai parti avant que tu ne t'en aperçoives. Je me souvenais encore de lui à 6 ans, me suivant partout comme une ombre, me suppliant de lui apprendre à dessiner des super-héros dans l'allée avec des craies de trottoir. J'avais promis à maman le jour de sa naissance que je veillerais toujours sur lui. Dire oui ressemblait à tenir cette promesse. 3 mois, lui ai-je dit. Ensuite, tu te débrouilles pour le logement universitaire. Il a emménagé cette fin de semaine-là. Matelas gonflable sur le sol, Xbox branchée à ma télévision, mélange de boissons protéinées envahissant le minuscule réfrigérateur. Je lui ai donné un double des clés et lui ai montré comment faire fonctionner la machine à laver capricieuse de l'immeuble au sous-sol. Il m'a serré si fort que mes pieds ont quitté le sol et a juré qu'il garderait l'endroit impeccable. Les premières fins de semaine, tout semblait normal. Je prenais le métro depuis Montreuil le samedi, j'enlevais les draps pour les invités Airbnb, je réapprovisionnais les petits savons et je trouvais ses affaires soigneusement empilées dans un coin. Il laissait même des billets de 20 € sur le comptoir parfois avec une note adhésive, argent pour l'essence. Merci, Val. Puis les notes ont cessé. Les cours sont devenus uniquement en ligne, puis plus rien du tout. Le matelas gonflable est devenu un vrai lit livré un après-midi alors que j'étais à une présentation client dans le Marais. Son installation de jeu s'est agrandie de 3 écrans et d'un clavier lumineux qui éclairait le mur de briques comme une boîte de nuit. Des amis que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à dormir sur le canapé lit les soirs de semaine. Je passais toujours la plupart des dimanches pour préparer l'appartement pour la réservation suivante. Le gardien me faisait signe comme toujours. L'ascenseur sentait toujours le citron, et la lumière du balcon restait allumée. Maxime était affalé sur le canapé en pantalon de survêtement, criant devant des matchs de football à la télévision, me faisant signe quand j'entrais. « Eh, tu es la meilleure sœur du monde », disait-il, levant à peine les yeux. Je le croyais. Mon propre travail a explosé cette année-là, des contrats de marque, des nuits tardives dans les cafés de Montreuil, des factures atteignant enfin les 4 chiffres. Conduire en ville chaque fin de semaine pour nettoyer commençait à ressembler à une corvée, mais les 250 € supplémentaires par réservation aidaient à payer de meilleurs logiciels et une nouvelle tablette graphique. Je me disais que c'était temporaire. Les amis de Maxime se sont multipliés. Des canettes de bière vides sont apparues dans le recyclage. Le réfrigérateur s'est rempli de boîtes de plats à emporter au lieu des courses que j'avais l'habitude de laisser. Une fois, j'ai trouvé un talon à paillettes de fille sous le lit en passant l'aspirateur et j'en ai juste ri. La phase étudiante, n'est-ce pas? Maman appelait toutes les 2 semaines pour demander comment son petit garçon s'installait. Je disais, bien, il garde l'endroit assez propre. Elle riait et me disait que j'étais une si bonne grande sœur. Papa ne posait jamais de questions. Il envoyait juste des virements pénibles aléatoires intitulés Argent Pizza pour les enfants. Je gardais les annonces Airbnb actives parce que les rentrées d'argent lissaient les mois creux. Les invités laissaient des avis 5 étoiles sur la vue et l'ambiance chaleureuse. Ils ne mentionnaient jamais les manettes de Xbox ou la faible odeur d'herbe qui commençait à persister peu importe le nombre de bougies que je brûlais. Maxime a changé le mot de passe Wi-Fi une fois et a oublié de me le dire jusqu'à ce qu'un invité se plaigne. Une autre fois, le gardien m'a envoyé un texto concernant des plaintes pour bruit à 2 heures du matin. J'ai géré tout cela depuis Montreuil, je lui ai viré un supplément pour les charges et je me suis rappelé, plus que quelques mois. Il n'est jamais parti. Au moment où j'ai réalisé que l'accord de 3 mois s'était discrètement transformé en 3 ans, l'appartement ne ressemblait plus au mien les fins de semaine. C'était comme si c'était moi qui visitais. Un samedi soir, j'ai traversé le périphérique vers Paris pour préparer le studio pour une réservation d'entreprise d'1 semaine. Je suis entré avec le double des clés que le gardien garde pour moi et je me suis arrêté net dans l'embrasure de la porte. Mes manteaux d'hiver avaient disparu du placard de l'entrée. Les étagères intégrées qui contenaient mes anciens portfolios et mes prix de graphisme affichaient maintenant la collection de baskets de Maxime en rangée soignée.
Le tiroir où je gardais le linge de rechange était bourré de ces chandails à capuche à la place. Il est sorti de la salle de bain en caleçon en se frottant les yeux. « Oh, salut. Maman a dit que c'était d'accord pour utiliser l'espace supplémentaire. » J'ai ouvert le placard de la chambre. Vide. Pas un seul cintre avec mes vêtements. Juste ces jeans et ces maillots prenant chaque centimètre. Où sont mes affaires? Maman est passée le mois dernier et les a mises en carton, a-t-il marmonné. Elle a dit que tu ne portais plus rien de tout ça, et j'avais besoin de place pour mon équipement. Je suis resté là à fixer la tringle nue où mes robes avaient l'habitude d'être suspendues. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, mais je l'ai ravalé. Il était toujours mon petit frère. Cette même semaine, les textos de maman ont commencé. Maxime a perdu son petit boulot. Peux-tu lui avancer 750 € jusqu'à la prochaine paie? La voiture de Maxime a été emmenée à la fourrière. 400 € pour la sortir, s'il te plaît. La facture de téléphone de Maxime est en retard. Ils vont couper la ligne, juste pour cette fois. Chaque fois que je demandais pourquoi il ne pouvait pas couvrir cela lui-même, la réponse était la même, de mauvais coups sur quelques jeux, il me rembourserait le double quand les paris seraient gagnants. Je transférais l'argent parce que maman terminait toujours les messages par « Il essaie vraiment, ma chérie. Ne l'abandonne pas, je croyais encore que je possédais l'appartement, alors je me disais que je protégeais mon propre bien en gardant les services publics actifs et le réfrigérateur rempli. J'ai continué à envoyer l'argent. Puis les relevés de la copropriété ont commencé à atterrir dans mon vieux compte Gmail, celui que j'avais donné au syndic il y a des années. Les frais d'entretien avaient bondi de 350 à presque 1000 € par mois. Des appels de fonds exceptionnels pour un nouveau toit, de nouveaux ascenseurs, un nouveau hall en marbre. J'ai transféré les fichiers PDF à maman. Ne t'inquiète pas pour ça, a-t-elle répondu en quelques minutes. Je vais gérer ça avec le conseil syndical. Tu es tellement occupé par le travail. J'ai laissé tomber. Les délais m'écrasaient. 3 startups avaient besoin de packages complets de marque en même temps. C'était plus facile de la laisser gérer les drames de l'immeuble. Un autre samedi, un autre voyage de nettoyage. Le réfrigérateur ne contenait rien d'autre que des boissons énergisantes et des ailes de poulet à moitié mangées. Ma cafetière avait disparu, remplacée par un terminal de paris rougeoyant branché dans la prise murale, l'écran figé sur un pari combiné qui n'avait apparemment pas été gagnant. Maxime dormait sur le canapé, le téléphone toujours à la main. L'application Winamax ouverte sur un solde négatif de 11 000 €. J'ai pris des photos du désordre pour la première fois et je les ai envoyées à maman. Sa réponse est arrivée rapidement, il traverse une mauvaise passe. Efface ça. Tu sais à quel point les gens peuvent être critiques. Je les ai effacés. L'hiver est arrivé. J'ai viré 1800 € de plus quand maman a dit que le chauffage avait été coupé pour non-paiement. Le printemps est venu, 1400 € de plus parce que Maxime a presque un système qui fonctionne. Chaque virement faisait un peu plus mal, mais j'avais toujours le titre de propriété dans mon coffre ignifugé à Montreuil. Le papier ne ment pas. Un matin d'août, le syndic m'a appelé directement, chose qu'il n'avait jamais faite. Ils avaient besoin d'une signature sur un dossier de refinancement où le compte deviendrait débiteur. Je leur ai dit que je n'avais fait aucune demande de refinancement. La femme au bout du fil semblait confuse. Mais Monsieur Brox a tout soumis le mois dernier. Nous avons juste besoin que le copropriétaire signe. Ma bouche est devenue sèche. Il n'y a pas de copropriétaire. Envoyez-moi les documents. Elle a promis de me les envoyer par courriel. Rien n'est jamais arrivé. J'ai appelé maman à la place. Elle a décroché à la première sonnerie, la voix trop enjouée. Oh, ma chérie, ce n'est rien. Maxime avait juste besoin d'un petit prêt sur la valeur du bien. Ton père a co-signé. Nous rembourserons ça en un rien de temps. Valeur du bien? Quelle valeur? L'appartement avait toujours été libre de toute hypothèque. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au service de la publicité foncière pour la première fois depuis des années, et j'ai tapé l'adresse avec des doigts tremblants. Propriétaire enregistré, Maxime-Édouard Brox. Date effective, 14 mois plus tôt. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Mon nom avait disparu. Et puis grand-mère est revenue dans nos vies. La fin de semaine même où j'ai remarqué que les frais d'entretien étaient prélevés sur un compte que je n'avais jamais ouvert, elle s'est présentée chez mes parents à Versailles un vendredi soir, bronzée,
les cheveux argentés coupés courts, traînant une valise cabossée de la même manière qu'elle l'avait fait 20 ans plus tôt. Elle m'a serré si fort que j'ai senti l'odeur de l'air salin et de la crème solaire sur sa peau. Le dîner était déjà sur la table, poulet rôti, purée de pommes de terre, l'habituel. Nous avons fait la conversation sur la Patagonie et le Vietnam jusqu'à ce que les assiettes soient presque propres. C'est à ce moment-là qu'elle a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Ma chérie, pourquoi loues-tu encore à Montreuil? Qu'est-il arrivé au studio que nous avons mis à ton nom? Celui avec le petit balcon donnant sur le jardin du Luxembourg? Maman a ri trop rapidement. Oh, l'appartement appartient à Maxime maintenant. Nous avons tout transféré pour qu'il ait une stabilité. Papa a continué à manger, les yeux sur sa nourriture. Maxime a eu un sourire narquois devant son téléphone. Grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle a juste souri du sourire le plus calme et le plus froid que j'ai jamais vu et a dit « Finissez votre dîner, tout le monde. Ensuite, prenez vos manteaux. Nous allons faire un tour en voiture. » Personne n'a discuté. 45 minutes plus tard, son véhicule de location s'est arrêté devant mon immeuble dans le 6e arrondissement. Le gardien a regardé à 2 fois quand il l'a vu, puis nous a laissé monter directement. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 6e étage. Grand-mère avait déjà la clé à la main, elle avait dû garder un double toutes ces années. Elle a tourné la serrure et a poussé la porte en grand. Maxime était affalé sur le canapé en short de basket. 3 amis autour de lui, des canettes de bière et des boîtes de plats à emporter partout. Les murs avaient de nouvelles éraflures et des taches d'eau fleurissaient près du plafond. Mes guirlandes lumineuses avaient disparu. Une télévision de 150 cm était accrochée là où se trouvait mon bureau. La pièce sentait la vieille pizza et l'herbe. Il s'est redressé d'un bond. « Grand-mère, c'est quoi ce bordel ?» Elle est entrée, les talons claquant sur le parquet, et a laissé tomber un dossier épais sur la table basse. Des photocopies se sont étalées comme des cartes à jouer, l'acte falsifié, la signature notariée qui n'était pas la mienne, 2 pages de relevés bancaires montrant 2 refinancements et une marge de crédit hypothécaire totalisant 570 000 €. Chaque paire d'yeux s'est tourné vers les papiers, puis vers maman et papa debout, figés dans l'embrasure de la porte. La voix de grand-mère est restée calme, presque douce. Expliquez. Maman a commencé à bafouiller à propos d'aider Maxime à se remettre sur pied, à propos des taux d'intérêt et du soutien familial. Papa a marmonné quelque chose sur la protection de l'actif pour la prochaine génération. Maxime fixait juste le sol. Grand-mère s'est tournée vers moi, le regard perçant. « As-tu signé quoi que ce soit de tout ça ?» J'ai secoué la tête. Ma gorge ne fonctionnait plus. Elle a hoché la tête une fois, puis a regardé mes parents. « Vous avez mis la propriété de ma petite fille à son nom sans son consentement. Vous l'avez laissé l'hypothéquer 2 fois. Et toi, elle a pointé Maxime du doigt, tu as transformé la maison que je lui ai donnée en repère de preneur de paris. » Silence. Même les amis de Maxime ont arrêté de respirer. Grand-mère a ramassé son dossier, l'a coincé sous son bras. « Prépare un sac pour la nuit, Valérie, m'a-t-elle dit. Tu dors avec moi ce soir. Les autres peuvent rester ici et réfléchir à ce qui va se passer ensuite. » Elle est sortie la première. J'ai suivi, les jambes tremblantes derrière nous. Maman a finalement retrouvé sa voix. « Evelyne, tu réagis de manière excessive. » Grand-mère n'a pas ralenti le pas, non, Diane. Je ne fais que commencer. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur leur visage. Le lendemain matin, grand-mère m'a envoyé par texto l'adresse d'un petit café à 2 rues au sud du parc. Je suis entré et je l'ai repéré à une table d'angle avec une femme au regard vif en veste bleu marine. Grand-mère s'est levée, m'a serré dans une autre étreinte, puis a désigné le siège en face d'elle. « Valérie, voici ma sœur, tante Claire. Elle a passé 40 ans à gérer le droit immobilier à Paris avant de prendre sa retraite dans le sud. Je l'ai appelée le jour où j'ai reçu la première lettre de la banque. » Tante Claire m'a serré la main fermement, a fait glisser un épais dossier accordéon sur la table et est passée directement aux affaires. La première chose qu'elle a dite, en ouvrant une page surlignée du service de la publicité foncière, voici le transfert de titre enregistré quand Maxime a eu 21 ans. Ta signature est à la page 3. Regarde attentivement. Elle a posé la photo de mon ancien permis de conduire à côté du document. Les boucles sur le V étaient fausses. La queue du Y était trop longue. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Falsifié, a déclaré tante Claire.
Et le notaire qui l'a tamponné? Maître Henri Grégoire. Lui et ton père jouent au golf ensemble tous les dimanches au golf de Saint-Cloud. Conflit d'intérêts gros comme le Texas. Grand-mère m'a versé du café de la carafe pendant que Claire continuait de tourner les pages. Après le faux acte, tes parents ont co-signé 2 prêts sur la propriété. Le premier était un refinancement avec retrait d'argent liquide de 350 000 € conclu il y a 18 mois. Le second était une marge de crédit hypothécaire, 220 000 € retirés par tranche au cours de la dernière année. Tous les fonds sont allés directement sur les comptes de courtage de Maxime. Les relevés bancaires montrent des transferts vers Winamax, Betclic et 3 sites de paris à l'étranger. Elle a tapoté un avis souligné en rouge. Solde actuel du 572 419 €. Le prêteur a déposé un avis de défaut de paiement il y a 61 jours. La vente aux enchères pour saisie est prévue dans 59 jours à moins que le montant total ne soit payé. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils dansent devant mes yeux. Grand-mère s'est penchée et a fermé le dossier. J'ai tout transféré à Claire au moment où ce premier avis de retard a atterri à mon ancienne adresse postale à Nanterre. J'ai été au téléphone avec elle presque quotidiennement depuis que j'ai atterri à Roissy-Charles de Gaulle. On ne devine pas ici, ma chérie. Nous savons exactement ce qu'ils ont fait. Tante Claire s'est penchée, la voix basse mais ferme. La bonne nouvelle, les actes falsifiés sont nuls dès le moment où ils sont enregistrés. La loi française est limpide là-dessus. Nous déposons une action en nullité de la vente pour annuler le transfert frauduleux, puis une plainte pour faux et usage de faux distincts contre le notaire et quiconque a participé sciemment. Les privilèges de la banque sont liés au nom de Maxime, pas au tien. Une fois l'acte annulé, tes parents sont personnellement responsables parce qu'ils ont signé comme caution. Elle a sorti un bloc-notes déjà couvert d'une écriture soignée. J'ai rédigé les plaintes. Nous pouvons déposer le dossier électroniquement lundi matin. L'instruction du dossier les obligera à remettre chaque relevé bancaire, chaque texto, chaque virement Pélib. Ils se noieront sous la paperasse avant même de voir un tribunal. Grand-mère m'a serré la main. J'ai gardé chaque document original dans un coffre-fort à Zurich. L'acte de 2005 avec seulement ton nom, la lettre de donation, le relevé de clôture montrant l'achat comptant. Rien de ce qu'ils ont déposé ne peut tenir face à ça. J'ai enfin retrouvé ma voix. Combien tout cela va-t-il coûter? Claire a balayé la question de la main. Bénévolement pour la famille. Je n'ai jamais aimé la complaisance de Diane de toute façon. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue à ma nièce préférée. Grand-mère a souri pour la première fois depuis la veille au soir. Nous reprenons ta maison, Valérie. Et nous le faisons de la bonne manière par les tribunaux pour que personne ne puisse plus jamais y toucher. J'ai regardé par la fenêtre du café les joggeurs faisant le tour du réservoir, la vapeur s'élevant de mon café intouché. Pour la première fois depuis des années, le nœud dans ma poitrine a commencé à se desserrer. J'ai engagé ma propre avocate plaidante la même semaine, un requin nommé Maître Laure Duparc qui se spécialisait dans la fraude immobilière. Nous avons déposé 2 plaintes le lundi suivant au tribunal judiciaire de Paris, une action en nullité pour annuler l'acte frauduleux et un procès distinct pour faux et usage de faux nommant Maxime, les 2 parents et le notaire véreux comme défendeurs. Tante Claire est restée comme avocate conseil. Laure a géré le tribunal. Le harcèlement a commencé immédiatement. Maman a laissé 16 messages vocaux le premier jour, la voix craquant entre larmes et rage. Tu détruis l'avenir de ton frère. Si tu vas jusqu'au bout, nous perdrons la maison à Versailles. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Papa a envoyé de longs textos disant que les liens du sang sont plus forts que les limites de propriété. Maxime alternait entre supplications et menaces, je te rembourserai tout une fois que mon système marchera, je le jure. Laisse tomber le procès ou tu ne reverras plus jamais aucun de nous. J'ai arrêté de répondre et j'ai bloqué leurs numéros un par un. Grand-mère a changé de téléphone aussi, juste au cas où. L'instruction a traîné pendant 11 mois brutaux. Laure a assigné à comparaître chaque relevé bancaire, chaque relevé de paris sportif, chaque fil de discussion par texto. La trace écrite était dévastatrice. Des captures d'écran de maman virant 28 000 € à Maxime le lendemain de la clôture d'un refinancement. Papa envoyant par courriel au notaire une copie scannée de mon ancienne signature pour référence. Maxime se vantant dans des discussions de groupe de « l'argent gratuit de l'appart de la grande sœur ». L'expert en écriture que nous avons engagé a témoigné pendant 3 jours. Lors du contre-interrogatoire, il a démontré 27 différences distinctes entre ma vraie signature et la falsification.
La juge a littéralement secoué la tête en direction de la table de la défense. Henri Grégoire, le notaire copain de golf, a plaidé coupable pour éviter la prison et a été destitué de sa charge de façon permanente. Maman a pleuré sur les marches du palais de justice quand les caméras des nouvelles l'ont filmé. Maxime a refusé de transiger. Il s'est présenté à chaque audience dans le même chandail à capuche froissée, convaincu jusqu'à la dernière minute que la loyauté familiale le sauverait. Ce ne fut pas le cas. Un jeudi matin pluvieux, la juge a frappé du marteau et a lu le jugement depuis le banc. La plaignante Valérie Brox est par la présente déclarée seule et légitime propriétaire des lieux. L'acte de 2019 prétendant transférer le titre au défendeur Maxime Brox est déclaré nul ab initio pour cause de falsification. Toutes les hypothèques, privilèges et charges enregistrées contre l'acte frauduleux sont éteints à l'encontre du titre de la plaignante. Les défendeurs Diane et Richard Brox restent personnellement responsables envers le prêteur en vertu de leur garantie. Il est ordonné au défendeur Maxime Brox de quitter les lieux dans les 30 jours civils sous peine d'expulsion forcée par l'huissier de justice. La salle d'audience était silencieuse à l'exception des sanglots étouffés de maman. Laure s'est tournée vers moi avec le plus petit sourire professionnel. Félicitations. Vous venez de récupérer votre maison. Grand-mère a serré mon épaule si fort que j'ai senti ses bagues s'enfoncer. Tante Claire a fait un simple signe de tête satisfait. Maxime est sorti en trombe sans regarder personne. Maman a essayé de me suivre dans le couloir, les bras tendus, le mascara coulant. Valérie, s'il te plaît, sécurité, l'a escorté dehors. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans ma location de Montreuil, le titre de propriété sur les genoux le vrai, celui que grand-mère avait protégé à travers 3 continents et je me suis laissé pleurer pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé. Je suis retourné dans l'appartement, tenant la clé que l'huissier de justice venait de me remettre. Maxime avait disparu quelque temps avant l'aube du 29e jour, n'emportant qu'un sac de sport et ses écrans de jeu. L'endroit ressemblait à ce qu'il serait devenu si une tornade avait frappé un bar sportif. Des bouteilles vides, des brûlures de cigarettes sur le parquet. Un écran plat fissuré encore boulonné de travers sur mon mur de briques. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé l'air d'octobre s'engouffrer, et commencé à jeter des sacs poubelles noirs dans le vide-ordures. Les entrepreneurs sont venus la semaine suivante. De nouveaux parquets, de la peinture fraîche, le gris 12 exact que j'avais toujours voulu, une cuisine reconstruite avec des comptoirs en quartz et le réchaud à 2 feux que j'utilisais réellement. J'ai accroché de nouvelles guirlandes lumineuses plus brillantes et acheté 2 simples chaises en teck pour le balcon. Le titre de propriété est allé dans un nouveau coffre-fort ignifugé boulonné à l'intérieur du placard. Cette fois, 3 semaines après l'expulsion, la banque a saisi la maison de mes parents à Versailles. Ils avaient ignoré chaque lettre de mise en demeure, refusé de refinancer et regardé la vente aux enchères se dérouler depuis le trottoir. Maman a envoyé un dernier courriel d'une adresse Gmail que je ne reconnaissais pas, nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai laissé en lu et j'ai bloqué ça aussi. Maxime a dormi sur des canapés pendant des mois, puis a emménagé dans un sous-sol sans fenêtre dans le 93 avec 3 autres gars qui passaient leur nuit sur les mêmes applications de Paris. Je le sais parce qu'un ami commun l'a mentionné une fois. J'ai changé de sujet. J'ai tout changé d'autre aussi, nouveau numéro de téléphone, nouvelle serrure avec des codes que seule grand-mère et tante Claire possèdent, nouveau service de réexpédition du courrier pour que plus rien n'aille jamais à l'ancienne adresse familiale. J'ai continué le design, pris des clients plus importants. J'ai enfin augmenté mes tarifs sans m'excuser. Le studio est devenu l'espace calme et lumineux dont j'avais rêvé à 18 ans. Un soir clair de novembre, j'ai apporté un verre de vin sur le balcon, je me suis assise dans l'une des chaises en teck et j'ai regardé à travers le parc alors que la ligne d'horizon devenait dorée. Les arbres étaient nus, le réservoir reflétait la dernière lumière, et pour la première fois en presque 20 ans, l'appartement semblait complètement, indéniablement le mien. J'ai pensé à chaque dollar que j'avais envoyé, chaque excuse que j'avais avalée, chaque limite que j'avais refusé de tracer. J'ai pensé à la petite fille qui avait promis un jour de prendre soin de son frère pour toujours et à la femme qui avait enfin compris que l'amour sans limite n'est qu'un autre mot pour la complaisance. Une gentillesse illimitée ne sauve personne, elle leur enseigne seulement combien ils peuvent prendre. C'est le vrai cadeau que grand-mère m'a fait. Pas le studio lui-même, mais la leçon qui est arrivée enveloppée dans la trahison et payée en frais de justice, votre paix n'est pas négociable. Votre propriété n'est pas communautaire. Et la famille qui vous traite comme un distributeur automatique quand tout va bien vous traitera comme un ennemi au moment où vous fermerez le coffre. Je reçois toujours des cartes postales de grand-mère de nouvelles maintenant d'endroits qu'elle revisite avec tante Claire.
Elle se termine toujours de la même manière, je t'aime plus grand que le ciel. Laisse la lumière du balcon allumée. Je le fais. Seulement maintenant, elle brille pour moi.